Cours numéro 5, le cercle de linguistique de Prague. Diffusion des idées de Saussure et naissance de la phonologie. Série, comprendre la linguistique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui va vous présenter le cercle de linguistique de Prague. Ou, diffusion des idées de Saussure et naissance de la phonologie. Le cours de linguistique générale, publié en 1916, n'a pas eu l'accueil auquel on aurait pu s'attendre, pour un ouvrage de cette valeur. On pourrait même dire que les premiers temps, sa publication est passée presque inaperçue. En effet, la scène internationale était encore dominée par le courant néogrammairien, et les thèses de la grammaire historique et comparée qu'il défendait. La conséquence de tout ça, est que le cours de Ferdinand de Saussure, qui n'était qu'un livre publié par un groupe d'étudiants inconnus, ne pouvait pas détourner l'attention de la communauté scientifique, des débats que les néogrammairiens animaient, et de la controverse qu'ils suscitaient. Il a fallu attendre 10 ans, en 1926, pour que les thèmes principaux développés par Saussure dans le cours de linguistique générale soient repris et diffusés, par un groupe de jeunes linguistes réunis à Prague, qui seront connus plus tard sous le nom de « Cercle de Prague ». Facteurs historiques favorisant l'apparition du Cercle de Prague. Le Cercle linguistique de Prague représente sans conteste une étape importante dans le développement de la linguistique structurale. Il a aussi le mérite d'avoir diffusé les thèses encore méconnues du cours de linguistique générale. Mais, il a aussi le privilège d'avoir été l'occasion d'une rencontre fructueuse entre hommes de science et artistes, venus de divers horizons géographiques et culturels, en Europe. La situation géographique centrale de la Tchécoslovaquie a favorisé les échanges avec les pays européens voisins, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Yougoslavie, la Suisse, le Danemark, la Suède, que les conditions historiques et politiques ont rendu nécessaires. Prague au début des années 20. C'est la capitale d'une jeune république européenne nouvellement construite, la Tchécoslovaquie. Le début de la Première Guerre mondiale avait accéléré le processus d'émancipation des peuples slaves de l'Autriche-Hongrie, surtout des Tchèques et des Slovaques. L'agitation s'était développée principalement en Bohême. Un conseil national tchèque avait été créé à Paris en 1916, par Tom Masaryk, Edvard Beneš et le Slovaque Milan Stefanic. En janvier 1918, le Conseil des sages réclamait l'union dans un État indépendant des Tchèques et des Slovaques, qui avaient conclu entre eux des accords. Un militantisme politico-linguistique. C'est d'octobre 1918 que date la proclamation de l'État unique tchécoslovaque, aboutissement victorieux d'une lutte longue et dure, pour recouvrer l'indépendance. En pays tchèque, sous la domination des Habsbourg, le mouvement du réveil national avait milité pour la résurrection de la langue et de la littérature tchèque, menacée de disparition par la germanisation. En Slovaquie, partie du royaume de Hongrie, la création d'une langue à partir de l'un des dialectes avait été considérée comme la première des tâches à accomplir. Deux linguistes à la tête de l'État. Thomas Garrigue Masaryk, élève de Brentano, professeur de philosophie à l'université Charles de Prague, est porté à la tête de l'État en 1918. Il est spécialement intéressé par la philosophie du langage. Il a à ses côtés, comme ministre des Affaires étrangères, son disciple en politique, Edvard Beneš, qui est formé en linguistique, en droit et en sociologie. C'est donc dans ce climat politique propice que germe l'idée de la création du Cercle linguistique de Prague. La date de naissance symbolique du Cercle de linguistique de Prague est la soirée du 6 octobre 1926. Ce soir-là, le directeur de l'université Charles de Prague invite des collègues dans son bureau pour écouter un exposé du linguiste allemand Becker, du courant néogrammairien sur le phénomène d'uniformisation syntaxique que l'on constate dans des langues diverses, pratiquées au sein de cultures proches, comme le sont les langues d'Europe occidentale. Becker n'est pas le premier à remettre en cause la thèse néogrammairienne de l'impossibilité de l'influence syntaxique entre des langues, sans lien de parenté. Le débat passionne l'assistance et le groupe se forme spontanément. À l'issue de la réunion, on décide de se retrouver tous les mois, pour discuter de problèmes linguistiques, puis les séances deviennent plus fréquentes. D'emblée, on proclame que le nouveau groupe débattrait de questions scientifiques pouvant dépasser les limites de la linguistique, et qu'il favoriserait les rencontres entre linguistes, écrivains d'avant-garde, théoriciens de la littérature et autres savants s'intéressant de près ou de loin au langage.
La langue de communication générale choisie est le français. Les réunions ont lieu dans le bureau de Willem Mathesius, à l'université, ou chez l'un des membres ou dans des cafés. Tout est prévu pour ménager un cadre informel, où les discussions pourraient se faire librement. Entre 1926 et 1928, le Cercle de Prague est un regroupement de savants locaux, qui discutent entre eux de questions scientifiques en général, et linguistiques en particulier. Le Cercle de Prague ne sera connu à l'international que lors du premier congrès international des linguistes, en 1928, à La Haye. Pour répondre à une question du directeur du congrès, Jacobson rédige une sorte de manifeste qui résume et présente ses positions en matière de théorie phonologique, et qu'il fait contresigner par ses compatriotes, Troubetskoï et Karczewski. Ce manifeste contient les idées fondamentales en phonologie du cercle. Et une fois remanié et discuté, ce manifeste sera publié sous l'intitulé « Thèse du Cercle de linguistique de Prague », dans le premier volume des célèbres « Travaux du Cercle de linguistique de Prague ». C'est pourquoi Roman Jacobson peut en quelque sorte être considéré comme étant à l'origine du mouvement phonologique à Prague. D'autant plus qu'il jouera encore plus tard aux côtés de Troubetskoï le rôle d'un élément prépondérant dans l'incitation à la réflexion sur les données phonologiques. 3 Russes au Cercle de Prague. Les 3 Russes émigrés récemment d'Union soviétique, qui participent à la mise sur pied du Cercle de Prague sont Jacobson, que l'on peut considérer comme à l'origine de la reconnaissance internationale du Cercle de Prague, et qui enseigne déjà à Prague, Troubetskoï, chargé de cours à Vienne, et Karczewski, professeur à Genève. Jacobson est venu à la phonologie par l'étude du langage poétique. En Russie, ami des poètes de l'époque, il avait animé à partir de 1915 dans le Cercle linguistique de Moscou, des débats qui avaient réuni des étudiants intéressés par la linguistique, la poésie et les traditions populaires. Comme il en a témoigné lui-même, sa transplantation en pays de tchécophone l'a conduit à chercher dans les différences de valeur entre deux systèmes phonologiques, celui du russe et du tchèque en l'occurrence, la raison de certaines impressions communes aux locuteurs d'une même communauté linguistique, écoutant un discours dans l'autre langue. Le second des Russes, Nikolaï Sergueïevitch Troubetskoï était un savant érudit, formé à la philologie, à la dialectologie, à l'ethnographie et à l'étude du folklore. Il était reconnu partout pour sa grande compétence. Le troisième, Serge Karczewski, avait suivi l'enseignement de Saussure à Genève avant la révolution bolchevique. Il s'était ouvert aux idées nouvelles de la sémiologie et la philosophie, tout en poursuivant ses tâches de grammairien attaché à la description de sa langue maternelle, le russe. Son rôle de propagateur des idées de Saussure avait commencé en Russie, auprès des formalistes, et avait continué auprès des membres du Cercle de Prague. La Réunion phonologique internationale. La Réunion phonologique internationale qui se tient à Prague en 1930 est certainement la manifestation la plus éclatante du Cercle de Prague. Elle marque l'avènement international du Cercle de Prague et marque la naissance de la phonologie fonctionnelle. Elle rassemble une vingtaine de linguistes tchèques et russes, et beaucoup d'autres Européens, qui n'étaient pas tous des linguistes. On y décide de la création de l'Association internationale de phonologie, dont Troubetskoï est élu président. C'est cette réunion qui donne au Cercle linguistique de Prague l'audience internationale, qu'il recherchait depuis sa création. Et à partir du Congrès des sciences phonétiques d'Amsterdam de 1932, on parlera en Europe du Cercle de Prague, ou de l'École de Prague. Les travaux du Cercle de linguistique de Prague. Sur le modèle du Cercle de linguistique de Moscou, mais aussi du Cercle de Vienne, les linguistes de Prague produisent un manifeste, connu plus tard sous le nom de « Thèse du Cercle de Prague ». Ces thèses, qui sont au nombre de 9, renferment les principes et programmes du Cercle de linguistique de Prague. Elles furent présentées au premier congrès des philologues slaves, à Prague, en 1929. Le texte des thèses développe, tout au long de ces pages, l'urgence des tâches à accomplir. Chaque savant de retour dans son pays s'attachera à décrire la phonologie de sa langue maternelle, en appliquant les principes et programmes présentés dans les thèses. Les 3 premières thèses traitent de problèmes généraux en linguistique, les 6 suivantes concernent la linguistique slaviste. Énoncé des thèses. La première thèse énonce que la langue est conçue comme un système fonctionnel, on ne peut comprendre aucun fait de langue sans rendre compte du système auquel il appartient. La langue possède un caractère de finalité, comme les autres produits de l'activité humaine, c'est-à-dire qu'elle est utilisée en vue d'une fin, qui est la communication et l'expression.
Le linguiste se tournera en premier lieu vers l'état de langue actuel, parce qu'il est le seul à offrir des matériaux complets et dont on peut avoir le sentiment direct. Le sentiment direct est sans doute à mettre en rapport avec la conscience du sentiment linguistique que porte en lui chaque locuteur natif. Pour les états de langue passés, qu'il s'agisse de les reconstruire ou d'en constater l'évolution, il ne faut pas perdre de vue la conception de la langue comme système, car les changements subis par la langue ne peuvent pas être pensés comme des atteintes, s'opérant au hasard indépendamment les uns des autres. La langue répondant à une fonction, le système qui est soumis au changement est entraîné dans un processus de remaniement perpétuel, pour maintenir cette fonctionnalité de la langue. La description synchronique ne peut exclure des faits de diachronie, car dans tout état de langue, coexistent des éléments sentis comme productifs et d'autres sentis comme désuets. Sur le plan de la méthodologie, une place importante revient à la méthode comparative pratiquée entre des langues de structures diverses, apparentées génétiquement ou non. L'objectif dernier de cette méthode, dite de comparaison analytique, est de constituer une typologie des langues, mettant en évidence les différents moyens dont usent les langues particulières pour permettre d'atteindre la connaissance du langage. Énoncé de la deuxième thèse. La deuxième thèse énumère les tâches à accomplir pour étudier un système linguistique, du point de vue phonique et grammatical. Phoniquement, il est nécessaire de distinguer le son, comme un fait physique objectif, comme représentation, et comme élément du système fonctionnel. L'analyse acoustique a la priorité, car c'est précisément l'image acoustique, et non l'image motrice qui est visée par le sujet parlant. La phonologie synchronique dressera le répertoire des phonèmes, en spécifiant obligatoirement les relations existant entre les 10 phonèmes. L'utilisation des différences phonologiques en morphologie constituera l'objet d'un chapitre particulier de la grammaire, la morphonologie. Au chapitre des recherches sur le mot et le groupement de mots, le texte évoque la théorie de la dénomination ou onomatologie fonctionnelle. Pour l'activité dénominatrice, le langage décompose la réalité qu'elle soit externe ou interne, réelle ou abstraite, en éléments linguistiquement saisissables. L'activité syntagmatique, quant à elle, peut se manifester dans la forme d'un seul mot, mais c'est la prédication qui est l'acte syntagmatique fondamental. Elle est analysée dans le cadre de la syntaxe fonctionnelle, dont le principe repose sur la division actuelle de la phrase en thème et noyau informatif, qui est comparée à la division formelle en sujets et prédicats grammaticaux. Énoncé de la troisième thèse. La troisième thèse est consacrée aux différentes fonctions de la langue, ou modes de réalisation. Il y est longuement traité de la langue poétique. Celle-ci est le dépôt de la tradition poétique, qui sert de toile de fond à la parole poétique, actualisée dans un acte créateur individuel, lequel se détache aussi sur le fond de la langue de communication qui lui est contemporaine, si bien que l'étude d'un langage poétique portera sur les relations que celui-ci entretient avec les deux systèmes. À côté de la publication des thèses, au nombre de 8, on peut citer aussi la publication en un volume qui comprend 2 projets élaborés en commun, au prix de grandes difficultés, un dictionnaire de terminologie standardisée, un travail de transcription phonologique qui sera connu plus tard sous l'appellation de « Alphabet phonétique international ». Dans ce projet de dictionnaire de terminologie uniformisée, le terme français est suivi des termes allemands, tchèques et russes, ainsi est affirmée la présence des linguistes slavistes. En plus des 8 volumes intitulés « Travaux du Cercle linguistique de Prague », dont la publication s'échelonna de 1929 à 1939, le Cercle de linguistique de Prague fait paraître également une revue qui a pour titre « Slovo a Slovesnost, mots et art des mots », qu'il crée en 1936. Une approche phonique de la langue. Le Cercle linguistique de Prague privilégie une approche de la langue à travers son aspect physique, la parole et la phonation, donc le signifiant dans la terminologie proposée par Saussure. La réflexion théorique à la base de la méthodologie appliquée est résumée dans l'ouvrage posthume de Troubetskoï, Principes de phonologie, 1939. Elle applique à l'étude des sons les principes de Saussure, les sons de la langue, ou phonèmes, sont étudiés non pas individuellement, mais en tant qu'ils sont organisés en systèmes, régis par des relations d'opposition fondées par exemple, sur les lieux d'articulation, ou sur le mode d'articulation des phonèmes. La démarche consiste dès lors à identifier et classer pour une langue donnée, les critères d'opposition, ou traits distinctifs, entre phonèmes. Troubetskoï et Jacobson étendent la pensée saussurienne à une phonologie historique, qui devient une histoire de l'évolution des systèmes phonologiques, et non plus une histoire de l'évolution des sons, considérés indépendamment les uns des autres.
Ces évolutions obéissent à une logique interne à la langue que le linguiste doit identifier. Après la mort de Trubetskoy, Jacobson, qui a dû quitter la Tchécoslovaquie en 1939 et l'Europe en 1941, poursuit son enseignement aux États-Unis et consacre ses recherches notamment à l'étude du langage enfantin ou aux troubles du langage, sans négliger les questions de littérature et de poétique, qui représentent la majeure partie de ses travaux. Système phonétique et système phonologique. Pour bien aborder la distinction historique entre la phonétique et la phonologie, il faut se reporter aux définitions des termes, langue et parole, phonème et son, telles qu'elles ont été formulées par Saussure. À partir de cette dichotomie langue-parole, Trubetskoy, 1964, établit la distinction, et même l'opposition entre la phonétique qui étudie les sons de la parole, sans se soucier de leur rôle dans la langue à laquelle ils appartiennent, et la phonologie qui les étudie en fonction de leur rôle dans la formation des mots de cette langue. En d'autres termes, la phonologie est à la phonétique, ce que la langue est à la parole. S'il est vrai que nos organes phonatoires nous permettent de produire une infinité de sons différents, ce que montre d'ailleurs l'analyse scientifique de nos productions orales, le fonctionnement d'un code linguistique ne requiert qu'un nombre limité, quelques dizaines, d'unités phoniques, appelées phonèmes et organisées en un système économique cohérent et équilibré. Ce système fonctionne sur la base d'opposition entre les divers éléments. C'est un ensemble structuré où chaque phonème n'a de valeur que par opposition aux autres phonèmes du système. Les traits distinctifs. Un phonème peut être décrit comme un faisceau de traits distinctifs. Un trait distinctif est ce qui maintient un phonème différent de tous les autres phonèmes du système. Les traits distinctifs sont la manifestation du lieu d'articulation et du mode d'articulation du phonème. Ces traits fonctionnent comme un système binaire et sont analysés par Jacobson. Exemple de phonème faisceau de traits distinctifs. B. Ces traits sont bilabiales, occlusifs, sonores. P. Ces traits sont bilabiales, occlusifs, sourds. M. Ces traits sont bilabiales, occlusifs, sonores, nasales. Ces trois phonèmes forment un groupe, dont chaque phonème ne diffère que par un seul trait par rapport aux autres, ils sont appelés phonèmes intégrés. Comme exemple de traits. Sonorité et surdité. Exemple, P, par rapport à B. D, par rapport à T. F, par rapport à V. Oralité et nasalité. Exemple, M, par rapport à B. N, par rapport à D. Ce cours arrive à sa fin. Merci de l'avoir visionné. Je vous retrouve dans le prochain cours, qui va vous parler du schéma de la communication de Jacobson.